Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui j'ai été implanter mon chaudron dans la région de Mirabeau. Donc je suis arrivé là il y a une dizaine de jours, j'ai mis de l'eau de source de la région dans mon chaudron et j'ai mis une belle dose de soleil parce que quand même, hein, Mirabeau c'est dans le sud, on n'est pas loin d'Aix-en-Provence. Ouais, oui, c'est ça, hein. 35 km. 35 km d'Aix-en-Provence. Donc il fait un temps magnifique, donc une grosse pincée de soleil, une pointe d'accent, parce que dans la région, forcément, il y en a. On a mis des plantes, bien sûr. Les plantes, je ne vais pas vous dire lesquelles c'est, parce que c'est le chaudron du druide, donc la recette, elle est secrète. Là-dessus, on a mis une grosse pincée de connaissances, beaucoup de sensibilité, de la bonne humeur, de la gaieté, de l'amour et plein d'autres petites choses dont je tairai le secret. J'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours et quand j'ai soulevé le chaudron, qu'est-ce que j'ai découvert? Jacques-Olivier Martin. Jacques-Olivier Martin. Bonjour Jacques. Alors bonjour Gérard. Merci de nous recevoir. Alors là on est dans ton jardin. C'est des morceaux de terre qu'on nous prête. En fait, je n'ai pas de jardin, j'ai une maison de village, comme tu as pu le voir. Et donc, en fait, ceux qui le veulent peuvent cultiver un potager, parce qu'il y a toujours des personnes très sympathiques qui ne cultivent plus leur lopin de terre et qui le prêtent volontiers. Voilà. Donc, c'est très sympa. Et je voulais te parler des plantes comestibles sauvages parce que en fait, lorsque j'ai commencé mon jardin, je considérais que ces plantes succulentes étaient en fait des mauvaises herbes. Et donc je les arrachais et je les jetais. Bah oui, comme beaucoup de gens. Et un jour, je suis allé à l'office de tourisme de Loris, un autre village du Luberon, où il y avait une dame qui faisait une cueillette de plantes comestibles sauvages. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces plantes étaient non seulement comestibles, mais en plus elles étaient excellentes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à les cuisiner, à les récolter, voire même parfois à les planter. Parce qu'il y a, je dirais, un petit malentendu, il y a un certain nombre de paradoxes sur les plantes comestibles sauvages. Le premier des paradoxes, c'est que ces plantes comestibles sauvages, elles aiment les endroits cultivés. Alors pourquoi? Parce que dans les terrains qui vont être en friche, on va généralement avoir des plantes invasives, de l'herbe, comme ici. Bien sûr. Et finalement, on va avoir soit de l'armoise à côté, soit de l'herbe, et les pissenlits, les chicorées vont avoir du mal à se frayer un chemin à travers ça. Alors que, et c'est ce qu'il ne faut pas faire en agriculture, lorsqu'on laboure la terre sans arrêt, ça permet à toutes les graines d'avoir sa chance et de pousser. C'est pour ça que parfois dans les vignes on va trouver de la roquette à profusion, on va trouver du pissenlit, et donc c'est pour ça que le premier des paradoxes des plantes comestibles sauvages, c'est qu'elles poussent le mieux dans les endroits qui sont cultivés. Voilà, et tu en trouveras beaucoup moins en forêt ou là sur les hauteurs dans les collines en Provence, les terrains qui ont été abandonnés parce que pas assez, je dirais, productifs après la guerre, et donc on va en trouver un bien moins grand nombre que dans les jardins par exemple, où lorsqu'on va planter des tomates et des courgettes, on aura par exemple du pourpier qui va pousser à profusion. Là il n'est pas encore apparu, c'est plutôt au mois de juillet qu'on va le voir se développer. Voilà. Donc ici on est à la fin du mois de mai et alors c'est une profusion de plantes, de fleurs. Et par exemple, on a derrière nous un sureau. Un sureau avec ses fleurs blanches que je vais te préparer ce soir en salade. Et demain, on a un atelier sur la fabrication des vins à base de plantes. Et on va faire un vin de sureau. Ah, c'est bon ça. Un vin de sureau. Alors, vin de sureau, mais sans vin, parce qu'en fait, on va prendre l'eau de la source. Et c'est la source de Manon des Sources, parce qu'on est à Mirabeau, le village où a été tourné le film Manon des Sources. Ah, c'est ici. C'est ici, c'est la même eau. C'est la même eau. Et d'ailleurs, c'est pas anodin en Provence, on a souvent les jardiniers qui se chamaillent pour l'eau. Il y a une petite rivière qui coule et c'est à chaque fois celui qui va prendre l'eau à l'autre et il y a parfois des petites disputes. Mais heureusement, moi n'étant pas provençal, venant du Nord,
j'ai pacifié tout ça. Tel Simon de Montfort, j'en ai astourbi un ou deux, et puis depuis, ça arrive. Ah ok, d'accord. Donc, on a le sureau. Alors, on fait du vin de sureau sans vin. On fait du vin de sureau sans vin. En fait, je prends l'eau de source, Ouais. on met du sucre, Ouais. un peu de citron, un peu d'orange, les fleurs, Ouais. et en fait, il va y avoir une macération, une fermentation, puis après, on va avoir un alcool de sureau qui va, se faire tout seul quasiment. Bon ben voilà les amis, vous avez déjà une recette au passage, gratos. Gratos. On a donc là c'est l'époque du sureau. Après il y aura, les fleurs se transformeront en fruits. Ouais. Et les fruits, alors en confiture, moi je trouve le goût un peu âpre. Ouais. Et un conseil, c'est que la récolte du fruit du sureau se fait en même temps que la récolte des mûres. Ouais. Et le mélange sureau-mûr, avec bien entendu beaucoup plus de mûres, parce que le sureau, le fruit est plus petit, c'est un peu emmerdant à toujours retirer. Mais le mélange sureau-mûr est excellent. Franchement, c'est meilleur encore que la confiture de mûre seule. Donc voilà, bon. Ça c'est une petite astuce. Okay. Après, en fait, on a autour de nous un très grand nombre de plantes qui se mangent. Hein. On a, alors ici par exemple, ça c'est une chicorée, mais deuxième paradoxe, c'est que ces plantes comestibles sauvages, quand on va les cueillir, c'est bien d'aller régulièrement dans les mêmes endroits, parce qu'il faut les couper en fait. Parce que si on ne les coupe pas, on a un résultat qui est celui-là, c'est-à-dire une plante qui monte en graines, les feuilles qui durcissent, et elle n'est plus consommable. Donc si on la coupe à ras, elle va repousser et on peut avoir des récoltes perpétuelles, quasiment sur toute l'année. Ah ouais. Et ça qui est intéressant, c'est que d'un point de vue écologique, c'est qu'on a des récoltes à profusion. Tu vas couper ta laitue, une fois que tu as semé la graine, qu'elle a poussé, la plante, on la coupe, après c'est fini. Il faut ressemer. Tandis que l'avantage avec un pissenlit, avec une ortie autre, c'est qu'on fait les cueillettes toujours sur les mêmes pieds. Et c'est pour ça que c'est quasiment des plantes perpétuelles. Voilà. Cool. Donc ça c'est bien. Autre avantage, c'est bien entendu les teneurs en nutriments. Parce que bien entendu ces plantes elles viennent d'être cueillies, elles sont fraîches, elles ne sont pas restées dans les frigos, dans les camions. Donc on a des teneurs en vitamines et en minéraux qui sont extraordinaires. Généralement on parle de l'ortie parce que pour moi c'est la reine des plantes. Parce que l'ortie, elle synthétise quasiment toutes les vertus des autres plantes. On y trouve de la vitamine C en grande quantité, on y trouve des protéines, on y trouve un certain nombre de minéraux, du fer notamment. Donc c'est vraiment une plante intéressante. Et l'ortie, on peut la manger crue en salade. Enfin, quand on la mange crue en salade, ça pique. Et tu en as fait J'ai vu l'expérience à midi, Parfois, ça peut piquer la langue, mais en fait, c'est parce que tu n'as pas invoqué le bon esprit de la plante. Tu n'étais pas habitué, c'est pour ça. Oui, d'accord. Bon, excusez-moi. Alors, chose très curieuse, alors je ne sais pas si c'est parce que je me suis habitué, je les cueille à main nue. Et en général, les plantes, j'ai l'impression qu'elles sentent nos intentions. Et moi, quand je cueille une plante, je ne la tue pas. L'ortie, généralement, je prends la tête. Je la repousse, la tête de l'ortie à chaque fois qui repousse de façon et qui sera très tendre. Et donc, je prends que les têtes et là, il ne me pique pas. Par contre, si je vais les toucher malencontreusement, à ce moment-là, ça va me piquer. Alors c'est curieux, et ça, c'est pas une question de sens, parce que je les mets dans tous les sens, je les mange directement, je les mets sur la langue, mais sans les plier, ça me pique pas. Par contre, si je les touche sans le vouloir, ça me pique. Donc il y a peut-être une question d'intention. Je pense que les plantes ressentent ça. Donc voilà, l'ortie très intéressante. Après, on peut en faire en tisane. La soupe d'ortie. Ça, j'aime bien, ça, c'est bon. On parle beaucoup de la soupe d'ortie, on peut en faire des tisanes, ou simplement l'ortie, si vous n'avez pas l'occasion d'être à côté des endroits où elle pousse, vous pouvez les faire sécher et les saupoudrer sur vos plats. Une fois que la plante est sèche, on peut non seulement la faire en tisane, mais aussi la saupoudrer. C'est un apport en minéraux très intéressant. Voilà. C'est pour ça qu'on peut en faire de multiples façons.
les plantes, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est une découverte perpétuelle. Ouais. Parce que je ne suis pas un François Coupland, un grand connaisseur, je ne connais pas un dixième de ce qu'ils connaissent, Oui, bien sûr. mais déjà, avec rien que ce que je connais, je peux les accommoder de 1000 façons, inventer des recettes, et puis c'est chaque fois des saveurs différentes, parce que tu fais jamais une salade d'ortie. Tu cueilles, ici tu trouves un pissenlit, des chicorées, un ortie, enfin pas de la quélinoine, ça c'est pour les verrues, mais tu vas trouver de la potentille, et donc chaque salade a toujours un goût différent. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les saveurs sont chaque fois différentes, et puis peut-être aussi selon les périodes, les plantes n'ont peut-être pas le même goût. Oui. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que actuellement il y a une mode qui est végétarisme. Ouais. Hein, et j'ai souvent vu, notamment chez les femmes, des carences, des anémies. Je connais une femme qui a dû passer, qui a dû arrêter d'être végétarienne parce qu'elle avait des carences en fer notamment, et elle a dû remanger de la viande rouge. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a des petits paradoxes, c'est que le fer est mieux assimilé lorsque il est dans la viande que lorsque il est dans les plantes. Ouais. Mais ça s'explique. C'est que devenir végétarien dans notre société actuelle, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a plus je crois, une cinquantaine de plantes, fruits, légumes dans le commerce, et en général dénaturés. Et alors que l'homme préhistorique en Europe, je pense qu'il consommait plusieurs milliers de plantes différentes et légumes différents. En plus, dans une terre qui avait gardé toute sa richesse, toute sa vigueur, donc c'était pas les mêmes. Monsanto n'existait pas encore. Monsanto n'existait pas. On n'avait pas, les terres n'étaient pas encore mortes. Donc c'est évident que si on avait cette variété de légumes, de végétaux et autres, on éviterait peut-être ces carences en fer, ces carences en oméga 3, ces carences parfois en vitamine B12, souvent qui posent des problèmes des végétariens. Donc lorsqu'on a la chance de vivre dans un village du Luberon, on peut trouver une grande variété de plantes, et là ça évite peut-être les carences. Mais il faut faire attention. Devenir végétarien, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas les mêmes plantes que nos hommes préhistoriques. C'est évident. C'est évident. Et puis, pour ça, il faut habiter à la campagne. Parce que j'avais trouvé sur un marché en région parisienne, il y a à peu près 2 ans de ça, chez un commerçant, il vendait des pissenlits. Alors les pissenlits, moi j'ai été élevé, on voyait dans la prairie d'à côté avec un couteau chercher les pissenlits pour les mettre à table, quoi. Et donc là je me dis tiens, une salade de pissenlits, sympa quand même. 23 € le kilo. Ah oui. 23 € le kilo. Je lui ai laissé ces pissenlits. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les villes. Il n'y a pas un commerçant qui vend de l'ortie. C'est très rare. Moi j'en ai pas trouvé en tout cas. C'est très rare, oui. Donc moralité, si vous voulez vraiment devenir végétarien, habitez à la campagne, quoi. C'est plus facile, Non, mais c'est vrai que c'est un souci pour les habitants des villes. Dans les villes, il faut plutôt, si on recherche des vitamines, il faut plutôt faire par exemple les graines germées. Là, on va avoir de grosses teneurs en vitamines et en minéraux. D'accord. Et aussi, quand on se balade, l'hiver, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est consommer les bourgeons. Faire ces macérats. Là, c'est intéressant parce qu'il y a les pins, les sapins, les chênes. C'est comme les graines germées, c'est un concentré de vitamines et de vie qui est extraordinaire. Je ne suis pas persuadé que si je vais faire ma récolte de bourgeons au parc Monceau ou au square des Batignolles à Paris, j'obtienne le même résultat que dans la région. Il y aura peut-être un peu de pollution, mais c'est déjà mieux que rien. C'est par rapport à ce qu'on consomme, ce sera quand même intéressant. D'accord, ok. Donc amis parisiens, n'hésitez pas, cueillez. D'ailleurs sur un site internet, je crois qu'il y a un gars qui fait de ses cueillettes, alors je t'ai tombé dessus, en région parisienne, dans les parcs et autres, et on voit qu'il trouve quand même énormément de choses. Voilà.
Donc, que dire encore des plantes comestibles sauvages? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on parle du bio, on parle effectivement de traitement chimique, oui ou non traitement chimique, ok, ouais. Mais en général on oublie un aspect qui est l'énergie de la plante. Oui. C'est-à-dire que ça, j'ai quasiment pas vu d'études là-dessus, c'est que finalement, quel est l'effet sur la santé de manger un aliment vivant par rapport à un aliment mort? Il faut savoir que la plupart des aliments transformés, en général, en radiesthésie, ont une énergie, je ne vais pas parler des unités bovis, mais ils ont une énergie... Si, sur notre chaîne, tu peux. Hein, ouais. Oui. Ouais. Alors je pense que en unité bovis, c'est 4000 unités bovis, ça équivaut à 0, je pense. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc en fait, quand tu vas regarder un certain nombre d'aliments, par exemple des biscuits apéritifs, c'est 0. Ouais. Tu regardes une bière non artisanale, c'est 0. Ouais. Une eau en bouteille, comme une eau du robinet, on est à 0. Hein, on est à 4000. Alors que quand tu vas boire l'eau de source, on va monter à des taux vibratoires intéressants, beaucoup plus intéressants. Okay. Et c'est pareil pour les plantes. On avait fait un atelier avec un ami, hélas défunt aujourd'hui, qui faisait ses études, et on avait pris un certain nombre d'aliments, et effectivement c'était assez surprenant. Les plantes, l'eau de source de Mirabeau, les plantes avaient des taux d'énergie très très élevé. D'accord. Hein, voilà. Et aussi la levure de bière maltais, c'était ce qui battait les records. Tu sais que ce qu'ils vendent, là, cette poudre là, qui donne un excellent goût à la salade, c'était, on a l'impression que ça vivait, quoi. Ah oui. Voilà. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quels sont les effets sur notre santé du manque d'énergie des aliments. D'accord. Mais l'énergie des aliments, c'est pas scientifique. Hein. Ah non. Ouais. Si on ne peut pas brancher un appareil dessus qui va nous donner le taux d'énergie, ça n'existe pas. Hein. Tout ça, c'est du fantasme d'écolo bas étage. Hein. Bah oui. On va demander à Daniel Cohn-Bendit ce qu'il en pense. Oui. Voilà, donc c'est principalement ces informations qu'on pouvait donner sur les plantes. Ouais. Que dire de plus? Alors le mélange, parce que bon, tout le monde n'est pas végétarien, tout le monde n'a pas envie de le devenir, mais le mélange de ces plantes sauvages et comestibles avec le carnet, comment ça se passe? Il y a une mode actuellement, alors je ne sais plus comment s'appelle ce régime, c'est le régime des chasseurs-cueilleurs. Régime préhistorique, hein, où finalement les chasseurs-cueilleurs mangeaient de la viande et des plantes. Hein, voilà. Et ça actuellement c'est une des modes en alimentation du régime préhistorique. D'accord. Des chasseurs-cueilleurs. Voilà. D'accord. Donc parce qu'on a eu des étapes dans l'histoire au niveau alimentaire qu'on retrouve dans les groupes sanguins. Par exemple, les chasseurs-cueilleurs, ce sont plutôt des gens du groupe O d'origine, alors que les agriculteurs sont plutôt représentés par le groupe A, les mangeurs de céréales. Et on sait que les céréales n'ont pas amené autant de bénéfices sur notre santé. C'est-à-dire que c'est quand même un aliment qui est acide, hein, et ça s'est traduit par... donc le régime des céréales s'est traduit par une augmentation de l'acidité du corps. Et voilà, c'était pas bénéfique. Par contre, ça a permis à la population d'augmenter. Oui. Parce qu'on pouvait avoir un stock de nourriture sur un endroit fixe. Donc ça a permis le développement de la civilisation, tout simplement. Voilà, donc la viande, je pense qu'à l'origine, on n'était pas carnivore. Hein, on a un système digestif qui est celui des frugivores, des gorilles. Donc on est fait pour manger des plantes, des fruits, des noix et manger du cru. Alors d'après les études que moi j'ai pu lire, notre système intestinal est trop long pour être un intestin de ruminant. Oui. Il est moins long que celui d'un carnassier, un lion qui bouffe que de la viande, mais il est beaucoup plus court donc, que les carnassiers, mais il est beaucoup plus long que celui des ruminants.
Donc on est ce qu'on mange omnivore, quoi. On est vraiment fait pour manger les deux et assimiler les deux. Alors, enfin, je sais pas, moi, on digère la viande, mais bon, moi dans les études que j'ai lues, c'est que il y a une règle dans la nature qui dit que les animaux vertébrés vivent 7 fois leur cycle de croissance. D'accord. L'homme fait exception à cette règle parce qu'il ne vit que 5 fois son cycle de croissance. Et ça correspondrait à l'apparition notamment d'un régime cuit, parce que la cuisson des aliments détruit les enzymes, détruit une grande partie des vitamines. Et donc finalement, peut-être à une époque de changement climatique, tout simplement, s'il faut imaginer, quand on regarde le mythe de l'âge d'or, on a un homme qui vit dans la nature, qui est végétarien, totalement végétarien, ne chasse pas, et on voit qu'il a une durée de vie très longue. Et ensuite, quand les choses se détériorent, que l'éternel printemps est terminé, il faut imaginer que par exemple, durant l'hiver, on est bien obligé de chasser pour se nourrir, bien sûr. Donc de cuire la nourriture. Bien sûr. Donc à ce moment-là, on aurait perdu au niveau de notre durée de vie, au niveau de notre santé, on aurait perdu beaucoup de choses. Après, je pense qu'on s'est adapté au fil des millénaires. Il y a des gens qui peuvent difficilement se passer de viande. Les hindous le disent dans leur médecine. Il y a différents régimes, je crois, d'autres. Donc il y a des gens qui peuvent beaucoup plus difficilement se passer de viande, et d'autres qui s'accommodent très bien d'un régime végétarien. Oui, mais après ça dépend un peu d'où tu vis aussi. Les Indiens qui vivent, je sais plus, je crois que c'est les Inuits, qui vivent au milieu des glaces, il n'y a pas beaucoup de champs de blé là-bas quand même. Il y a très peu de plantes, et en fait le peu de plantes qu'ils mangent, c'est quand ils mangent les abats, par exemple des rennes, qui ont mangé du lichen ou autre, c'est les rares apports en plantes, mais ils ont une durée de vie très très faible. Un Inuit, il a une durée de vie d'une 50aine d'années. D'accord. Il y a tellement de carences en mangeant que de la viande, du poisson. Il vit très peu longtemps. Par contre, les populations qui vivaient le plus longtemps, c'était des populations qui avaient un régime qui se rapprochait le plus du régime végétarien. Alors les Japonais aussi avec le poisson, on a en Géorgie, on a le régime crétois. Bon. Mais regarde les très vieux moines tibétains qui vivent tout en haut de la montagne, c'est pareil, des champs de blé au sommet de l'Himalaya, on n'en voit pas beaucoup quand même. C'est le Dalai Lama qui dit comment voulez-vous être végétarien au Tibet, on est obligé de manger, de boire du lait, de manger de la viande. C'est une question de survie. C'est ça, c'est que l'homme a dû s'adapter à des conditions géographiques. Mais pourtant ils vivent vieux. Parce que les moines, enfin on a vu des moines tibétains qui étaient... oui, mais là, après, je pense que c'est pas des gens qui ont des excès. Ensuite, il y a le yoga. C'est quand même au niveau des énergies, ils travaillent énormément. Donc, et puis au niveau du mental, c'est nous qui nous empoisonnons la santé. C'est clair, ça. On est bien d'accord là-dessus. Non, il faut. Après, dans le végétarisme, il ne faut pas non plus devenir un ayatollah. C'est pénible. Après, c'est des chieurs, quoi. Ils arrivent chez toi pour manger, ils mangent pas de gluten, ils mangent pas de viande, ils mangent pas. Il y a d'ailleurs une publicité comme ça, le gars il invite une nana, il commence à préparer ses steaks, la nana, je t'ai dit que que je mangeais pas de viande. Après il change, il fait des œufs, et la nana il dit oui mais les gens pensent que quand on mange pas de viande on mange des œufs, donc hop il rebalance les œufs à la poubelle, il dit je vais faire des pâtes, il va cuire ses pâtes, et la nana, je t'ai pas dit non plus que j'étais allergique au gluten. Mais c'est un peu ça aujourd'hui. Ça pose un problème de sociabilité, quoi. De gens qui refusent. Quand on est vraiment allergique au gluten, je comprends, mais sinon, c'est se marginaliser. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un joli petit tour sur les plantes sauvages et comestibles. Merci de tous ces renseignements. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble parce que c'est vraiment un sujet, je pense, qu'on peut développer beaucoup plus que ça. Bien sûr. Donc on va être appelé à se revoir. Volontiers. Merci beaucoup de ton accueil et de toutes tes explications. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide.
L'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis, et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.